Bonjour à tous, je suis Vincent Morisseau, je suis Regional Manager Thales pour l'offre de Software Monetization. Bonjour, je suis Caroline Guillaume, ravie d'être avec vous ce matin et je suis responsable des ventes Software Monétisation en Europe du Sud chez Thales. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet actuel qui est un sujet de transformation digitale. Donc, comment passer dans le monde du software de business model traditionnel à des modèles de prix à revenus récurrents. Donc, le vocabulaire associé à ça, on parle d'abonnement, de leasing, de subscription, de paiement à l'usage, de paiement à l'acte. Donc, c'est un sujet que l'on traite régulièrement chez Gemalto Software Monetization. Gemalto Software Monetization est un groupe qui permet à ses clients d'augmenter leurs revenus venant de leurs applications. Donc, un client peut être un éditeur logiciel ou un fabricant de matériel intégrant du logiciel. Le groupe Gemalto Software Monetization a plus de 30 ans. C'est une offre qui s'appelle Sentinel, qui a plus de 30 ans, qui est distribuée dans plus de 100 pays, auprès de 10 000 clients, 32 industries. C'est ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité sur ce marché de la transformation digitale et des business models innovants. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler du marché, on va parler des challenges de cette transformation, on va parler de ce qu'une solution de licensing peut faire dans ce cas-là, on va parler de quelques études de cas, de bonnes pratiques, et on conclura quelques mots à propos de comment Gemalto peut vous aider dans cette phase de transformation numérique vers des nouveaux business models. Je vais laisser la parole à Caroline, qui va vous parler du marché et du contexte de cette transformation digitale. Donc, je vous propose qu'on commence avec un constat et quelques exemples chiffrés. On observe en fait cette transition vers des modèles de revenus récurrents dans des industries très diverses. On a l'exemple Netflix, qu'on connaît tous, dans l'industrie média en tant que consommateur final. Dans l'industrie du logiciel, un des exemples les plus connus, c'est Adobe, qui a eu une transition de modèle de revenus perpétuels ou de licences perpétuelles vers des modèles de revenus récurrents. Ils sont aujourd'hui à 70% des revenus sur la base de modèles de revenus récurrents. Autodesk également, éditeur de logiciels, qui aujourd'hui a fait une transition assez drastique et qui aujourd'hui arrive à 93% de ses revenus sur la base de modèles récurrents. Donc effectivement, l'industrie du logiciel a entamé cette transition. Volvo, dans une industrie complètement différente, dans l'industrie automobile, là, Volvo affiche ou a annoncé son intention d'avoir en 2025 55% de ses véhicules en fait payés sur la base de revenus récurrents. Dans un domaine autre encore différent qui est le domaine médical, Siemens Healthineers aussi a 55% de ses revenus sur la base d'un modèle récurrent. Donc, ce sont des exemples dans des industries très diverses. Cette tendance est corroborée par les analyses et en particulier, là, on donne un exemple de Gartner qui effectivement confirme que 70% des organisations ont soit commencé à déployer ce type de service sur la base de modèles récurrents ou sont en train de travailler sur le déploiement de ces services. Donc, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ces quelques exemples et cette tendance ? On voit qu'il y a une transformation profonde, en fait, d'une économie qu'on appelle une économie traditionnelle. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'économie traditionnelle ? C'est l'économie qui est centrée sur le produit, qui est centrée sur les innovations techniques liées à ce produit et les nouvelles fonctionnalités de ce produit. Et le mode de paiement est un mode transactionnel, c'est-à-dire basé sur le CAPEX, l'investissement. Et en fait, on voit la transition de cette économie traditionnelle vers une économie qu'on appelle l'expérience économie, si on veut utiliser une terminologie plus anglaise. Elle est centrée sur le service et plus sur le produit et basée sur un modèle de revenus récurrent. Alors, ça peut être de l'abonnement, ça peut être du pay-per-use. Et le client et l'expérience client est centrale parce que c'est l'expérience client qui va garantir la pérennité de l'utilisation du service et donc la pérennité des revenus. Et de même, l'usage et la valeur associée au service est très importante puisque c'est
eux qui vont dicter en fait l'évolution du revenu associé au service. Et l'idée, c'est de faire de l'upsell sur la période d'abonnement de ce client. Donc, un shift profond, et ce shift profond dans beaucoup d'industries, en tout cas dans beaucoup d'industries qu'on côtoie, est fait sur la base du software, utilise le software, ces services sont déployés englobent du software, et la monétisation du software est importante dans cette transition. Là, on va peut-être distinguer deux typologies. Une première typologie de compagnies qui sont des éditeurs de logiciels. Donc les éditeurs de logiciels, on l'a vu avec Adobe et Autodesk, ont commencé cette transition, ils ont été un peu les précurseurs. Ils sont passés d'un modèle de licence perpétuelle à un modèle de licence en fait, où on valorisait des fonctionnalités du logiciel pour faire de l'upsell. Et puis, ils sont passés de manière plus ou moins progressive et continuent à passer de manière plus ou moins progressive vers des modèles à l'abonnement et des modèles au pay-per-use pour, j'allais dire, c'est le modèle le plus avancé. Donc la tendance se confirme. On a cité des exemples qui étaient les précurseurs. Maintenant, 2022, 90% des éditeurs de logiciels mettront à disposition de leurs clients des modèles de prix et des services sur la base de modèles économiques récurrents d'abonnement. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle des Intelligent Device Vendors, c'est-à-dire la partie qui fait partie des clients qu'on côtoie au quotidien, Intelligent Device Vendors, donc des vendeurs d'équipements qui ont une forte valeur ajoutée basée sur le logiciel. Toutes ces compagnies entament cette transition. Alors, selon les industries, plus ou moins tôt et de manière plus ou moins rapide. Le challenge est un peu plus élevé pour ces compagnies, d'abord parce que la définition des services associés est plus compliquée, et les impacts au niveau revenus et cash flow sont importants à gérer. Alors, un exemple pour montrer comment cette transformation se fait pas à pas, on travaille avec Philips, par exemple, dans le domaine du médical, donc Philips Healthcare, traditionnellement un fournisseur d'équipement médical qui vend de l'équipement médical à l'unité. On a accompagné Philips Healthcare dans une première transition qui est un passage de la vente de l'équipement médical hardware, mais aussi combiné avec la vente de logiciels associés à cet équipement et la mise en valeur différenciée, on va dire, de fonctionnalités du logiciel. Ça, c'est la première étape. On passe de la vente de hardware unique à la vente de hardware plus logiciel. L'étape sur laquelle on travaille maintenant, c'est la mise à disposition de cet équipement sur la base d'un revenu récurrent. Donc, au lieu d'acheter l'équipement en forme investissement, c'est du leasing et la mise à disposition de cet équipement. Donc, on en est là. Les étapes d'après qui s'opèrent dans certaines industries qui sont déjà mises en place, c'est une fois qu'on a ces services basés sur les équipements, on est capable de récupérer les données qui sont d'utilisation de ces équipements et en fait de créer une plateforme qui peut être utilisée par le fournisseur d'équipement, par le client lui-même et aussi par éventuellement ces données vendues à l'écosystème. Typiquement, le nombre d'images, comment c'est utilisé dans un hôpital, etc., sont des données qui peuvent intéresser à la fois Philips et le client, l'hôpital qui utilise ses propres machines. Et enfin, on passe à des modèles d'écosystème où en fait on élargit le nombre d'interlocuteurs pour créer un service, et on pourrait imaginer à long terme qu'on fournisse un service global aux hôpitaux de diagnostic médical. Voilà. C'est la tendance, mais encore une fois, chez les équipementiers, cette progression se fait de manière plus pas à pas. Ceci dit, il y a définitivement une opportunité dans cette transition, et c'est ce que montrent les études. On voit que ceux qui ont entamé cette transition ont une croissance en termes de revenus sur les dernières années qui est 5 à 9 fois plus importante que les compagnies du top 500 fortune. Donc, définitivement, un point d'attention. Donc, on le voit, il y a des opportunités, il y a des challenges également dans cette transition. Et je vais passer la main à Vincent pour qu'il nous donne quelques indicateurs auxquels il faut prêter attention pour voir si les bases de cette transition vers un modèle récurrent sont les bonnes.
Oui, donc on va parler des challenges. Qu'est-ce qui va limiter le succès de ma transformation numérique vers des modèles subscription? Donc là, on en voit 12, on va regarder 6 en particulier. On va regarder ceux qui sont le plus importants pour le monde du software. On va d'abord regarder le churn. C'est une des raisons principales du non-succès d'une transition. Le churn, qui a plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait de se concentrer trop sur l'acquisition de nouveaux clients. Donc, je me concentre sur l'acquisition de nouveaux clients. Je ne veille pas à ce que mes clients actuels sont en train de faire. Et pourquoi je ne veille pas sur ce qu'ils sont en train de faire? Parce que peut-être que je n'ai pas les outils pour le faire. Je n'ai pas les éléments qui me permettent de dire ce client n'utilise plus mon software, ou l'utilise moins, ou utilise que certains modules, ou l'utilise moins fréquemment. Et à partir de là, je ne vois pas que ce client est en train de s'en aller, arrêter ce service et peut-être passer à la concurrence. Un deuxième aspect est le fait que, puisqu'on passe en mode service, on va avoir un revenu récurrent, donc des relations récurrentes avec le client. Ok, ça pose des problèmes. On prend l'exemple du paiement à l'usage. Qu'est-ce qui se passe si ma réconciliation de données n'est pas bonne? Le client va la contester. On va commencer des échanges de mails. On va commencer à entamer la relation. Ça peut finir par une demande d'audit d'une partie ou d'un autre. Un client qui fait une demande d'audit ou vous qui faites une demande d'audit au client, c'est une relation qui est en train de s'achever. Okay, on va citer également un autre point qui est extrêmement important. C'est le fait d'avoir les bons équipements. Qui dit nouveau business model dit nouveaux équipements. Tout ce que je n'ai pas actuellement pour pouvoir travailler en mode service, en complément de mon ERP et de mon CRM, je vais devoir le compenser par de l'humain. C'est-à-dire que je vais devoir embaucher des gens qui vont prendre ces tâches. On prend l'exemple d'un renouvellement. Mon ERP n'est pas capable de gérer un renouvellement. Comment je fais? Est-ce que c'est quelqu'un qui va le gérer manuellement? Okay. Donc ça pose le problème de mes équipes opérationnelles qui vont devoir croître si je n'ai pas les bons outils. Si je ne me suis pas préparé à cette transformation, il est clair que mes équipes d'opération, mes équipes de billing vont devoir être augmentées. Je vais aussi perdre en efficacité opérationnelle. Si on se concentre maintenant sur l'expérience client et les interfaces customer. Je suis un client, j'ai un contrat de service pendant plusieurs années, où je suis un directeur de flotte, service ou software, j'ai besoin de savoir où j'en suis, régulièrement. Ma consommation, mes dates de fin d'abonnement, j'ai besoin d'avoir des portails qui me permettent de travailler. Si je n'ai pas de portail, c'est pareil, je dois appeler un customer service qui doit être disponible 24/7, parce que peut-être que j'ai des clients qui travaillent dans d'autres fuseaux horaires. Donc, c'est aussi un point important, avoir les interfaces clients qui permettent aux clients de savoir où ils en sont. Dernier point sur lequel on va discuter, le revenu leakage. J'ai un nouveau type de business model, il faut que je sois capable, il faut que j'ai les outils pour pouvoir les contrôler. Si je n'ai pas les outils pour pouvoir les contrôler, ben ça veut dire que je vais éventuellement perdre de l'argent, donc un service qui durera plus longtemps, ou une collection de data qui sera erronée, donc le client ne payera pas ce qu'il doit payer. Donc ces outils qui permettent de collecter de la donnée, d'assurer que mon contrat est réellement exécuté, doivent être présents dans mon panel de solutions. Slide suivant. Quelques mots sur comment une solution de licensing peut vous aider. Premièrement, la satisfaction client. Donc, donner des interfaces à mes clients. Alors, mes clients, ça peut être des clients directs, mais ça peut être un OEM, ça peut être un partenaire, un distributeur, un reseller. Comment font ces gens pour pouvoir acquérir mes services et récupérer mes softwares, récupérer mes droits, que ce soit un droit d'accès ou du licensing ou une licence? Comment ils le font pour le récupérer de façon automatique, immédiatement après avoir acheté le service? Deuxième point, il faut des outils. Une solution de licensing fournit des outils qui permettent une meilleure efficacité opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Une efficacité opérationnelle, ça veut dire qu'une fois que l'achat est fait, je suis capable d'envoyer tout ce que le client a acheté rapidement, sans intervention humaine, et dans un temps très très court. On en parlera, on donnera un exemple justement avec Thales, juste après avec Caroline. Business Inside, je comprends ce que mon client utilise, je comprends dans quel contexte travaille mon software, je comprends ce qui est consommé sur le terrain si je fais du paiement à l'usage. Et dernier point, une solution de licensing vous permet d'avoir une meilleure génération de revenus. Pourquoi? Parce que je suis capable, je suis agile, je suis capable de créer des packages software qui correspondent à ce que veut mon client, je suis capable d'appliquer les business models qui correspondent à un contexte, à un marché, à un client, sans avoir à redévelopper mon software. Je développe une fois mon software et j'applique les business models qui correspondent à mon environnement. On va donc illustrer ça par quelques études de cas. Caroline?
Alors, on va reprendre en fait les différents exemples d'expérience client, de revenue generation, d'efficacité opérationnelle et les illustrer par des cas d'usage concrets. Donc, on a vu dans cette transition qui est le point auquel il fallait prêter une attention particulière, et la satisfaction client fait partie de ces points-là. Donc, un exemple concret avec HP, là c'est HP Enterprise, donc l'éditeur et le distributeur de logiciels. Donc, juste pour situer, HP Enterprise, ils ont environ 70 000 produits logiciels qu'ils commercialisent et ils distribuent environ plus de 3 millions de droits, donc de droits de licence par an à leur base client. Quand on a commencé à travailler avec eux, était que pour des raisons historiques, ils utilisaient des outils très différents qui donnaient, en fonction des produits qui étaient achetés par leurs clients, des expériences clients très différentes dans l'acquisition du produit, l'activation de la solution, le renouvellement du service, etc., etc. Et donc, un niveau de satisfaction client qui n'était pas au niveau attendu par HP. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? En fait, ils ont mis en place un système de gestion centralisée qui leur permettait, quel que soit le produit mis à disposition, de fournir à leurs clients une interface de gestion en self-service unique. Les fonctionnalités étaient le renouvellement du service, l'activation du service, la modification des fonctionnalités qu'on demande, l'achat de nouvelles fonctionnalités, la mise à disposition de fonctionnalités qu'on veut tester pendant un certain temps, et également le suivi de la consommation par rapport à l'accord et au contrat qu'ils avaient avec HP. Le résultat, c'est qu'ils sont passés, grâce à cette interface et à la visibilité qui était donnée à leurs clients, d'un niveau de satisfaction client qui était de 56% avant l'implémentation à 84% 8 mois après, donc une augmentation de 50%. D'autant plus important et très bien suivi chez HP que HP convertit en fait le point de satisfaction client, le pourcentage de satisfaction client en une opportunité de revenu. Donc ils ont des mécanismes qui leur disent si mes clients sont satisfaits, ils sont plus enclins à renouveler, plus enclins à acheter plus chez moi, et donc c'est un critère qu'ils veulent suivre de manière très précise. Donc ça, c'est sur l'aspect satisfaction client, qui est un élément crucial de la mise en place d'un modèle de revenus récurrent, et comment ça a été adressé dans le contexte de HP. Si on passe à un autre sujet qui est l'efficacité opérationnelle, alors là, c'est un exemple Thales. Thales était le client, notre client, j'allais dire, avant l'acquisition qui a eu lieu en avril. Et une des problématiques de Thales dans cette transition, c'était pour une des entités de Thales, donc là on parle de quelques dizaines de millions de revenus, un passage d'un fournisseur de hardware uniquement qui se met à commercialiser à la fois des logiciels et des services, donc ce qu'ils appellent des virtual products. Et dans cette transition, un passage d'un modèle de CAPEX à un modèle d'OPEX. Les différentes problématiques qui ont été trouvées, c'est tout d'abord l'uniformisation des systèmes. Donc ce dont parlait Vincent avant, il faut avoir les bons outils en place. Il y avait 3 outils différents pour gérer le process de mise à disposition, et c'est quelque chose qui a été simplifié. 2, comme dans le cas de HP, la mise à disposition d'un portail pour les clients. De manière plus importante, et c'est ce que cet exemple veut illustrer, c'est quel a été l'impact au niveau de l'efficacité opérationnelle. Grâce à la mise en place d'un outil unique et de cette interface self-service, on est passé d'un fulfillment time, donc une mise à disposition entre le passage de commande et la mise à disposition du service, d'une durée de 2,8 jours à 1 heure. Et c'est un aspect important aussi. Les clients, dans la transformation digitale, veulent une expérience immédiate, une mise à disposition immédiate du service. L'autre aspect important, c'était d'éviter la multiplication des ressources dans la gestion de ce process, et donc de passer de une économie de coûts au niveau des coûts opérationnels de 260 cas par an. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect efficacité opérationnelle qui a été amélioré dans le contexte Thales. Si on passe à un autre aspect dont on a parlé, bien sûr, l'objectif
pour beaucoup de ces compagnies, quand ils mettent en place un nouveau niveau de flexibilité sur les modèles de revenus mis à disposition de leurs clients, c'est la génération de revenus supplémentaires. Donc on cite 3 exemples là, bon évidemment pas forcément chiffrés en détail pour ces compagnies-là, c'est des informations plus confidentielles, mais on a travaillé de manière étroite avec Juniper et l'objectif de Juniper c'était de passer de la fourniture de hardware uniquement à la valorisation du hardware et du software. Et donc c'est ce qu'ils disent en disant que grâce à la mise en place de l'outil, ils sont passés d'une compagnie hardware-centrique à une compagnie software-centrique. Donc l'augmentation des revenus grâce à la commercialisation des softwares associés. Un autre exemple plus local et français dans ce cas-là, c'est Géodésial, éditeur de logiciels également. Là, l'objectif de Géodésial était et est en fait d'adresser des nouveaux marchés qui potentiellement n'ont pas les fonds ou la structure financière pour faire un investissement upfront en CAPEX, en revanche, qui pourrait être tout à fait adressable avec le même produit sur la base d'un revenu récurrent sur un modèle OPEX. Et l'objectif, donc, c'est d'étendre vers des entreprises ou des individus des entreprises de plus petite taille, avec une capacité financière moindre, la distribution de leurs produits. Un autre aspect, un autre rationnel en fait pour la mise à disposition de modèles sur la base de revenus récurrents. Dans l'exemple de Philips, là encore une fois healthcare dont on a parlé plus tôt, l'objectif c'était de passer et de faire une transition de la monétisation d'hardware, d'équipement à l'unité, avec tout leur système qui était basé sur la monétisation de l'équipement à l'unité, vers une monétisation de services liés à ces équipements. Donc, on n'achète plus un équipement en CAPEX upfront, mais on l'achète au mois, à l'année et à l'usage peut-être dans le futur. Voilà, donc ça, c'est les 3 exemples. On a parlé aussi de Business Insight, mais peut-être, Vincent, tu veux nous parler du suivi des données. Donc, Business Insight, quelles sont les raisons de comprendre ce qu'il y a sur le terrain? Et là, on va prendre des exemples dans le médical. Alors, je n'ai pas pu écrire les noms. Ce sont des clients et des prospects de Gemalto. Je n'ai pas d'autorisation de les diffuser. Mais on va citer 3 cas d'usage différents. Le premier cas d'usage, il est lié au fait de traquer l'usage de mes softwares. Alors, il y a plusieurs raisons pour traquer l'usage d'un software. Il y a différents rationnels. D'abord, j'ai plusieurs fonctions. Je veux comprendre celles qui fonctionnent. Je veux comprendre celles qui sont utilisées le plus souvent, combien de temps. Si ces fonctions sont utilisées, je peux peut-être en tirer des conclusions sur ma roadmap. Donc, je peux affiner ma roadmap pour avoir une prochaine version de produit ou de service qui aura plus de succès. Et je dois le faire, pas forcément. Alors, dans le monde médical, en étant connecté en permanence. On sait qu'un appareil qui est dans un labo ou un appareil qui est dans un bloc opératoire, il ne sort pas souvent. Il peut sortir 1 ou 2 fois par an, et plutôt 1 fois par an, pour une maintenance préventive. Et à ce moment-là, il sera éventuellement connectable ou pas. Donc, le monde médical a cette particularité qu'elle travaille énormément avec des solutions installées, mais qu'elle va appliquer des business models à l'acte, à la performance, à l'usage, et tout en étant déconnecté du réseau. Donc, un deuxième aspect qui est la collection, donc, de données pour du paiement à l'acte. Alors, le paiement à l'acte, c'est on a beaucoup de clients. On a beaucoup de clients qui nous demandent ça. Alors, il y avait Philips, il y avait Stryker, il y a des gens comme ça qui nous demandent d'avoir des capacités de paiement à l'acte, de pouvoir tracer ce qui se passe dans les cliniques, dans les hôpitaux. Le dernier aspect, c'est lié au contexte d'exécution de mon software. Je suis intéressé de comprendre sur quelle machine tourne mon software, combien il y a de CPU, combien il y a de RAM sur la VM, quel est le type d'écran utilisé, quel est le browser principalement utilisé sur la machine. Ce genre de choses me permet de comprendre quels sont les contextes et on peut en tirer plusieurs avantages. Soit je peux réduire mes coûts de validation parce que je sais exactement ce qui est utilisé sur le terrain et ce qui n'est pas utilisé, je n'ai pas besoin de le valider. Soit au niveau du support, je sais directement quelle est la configuration de mon client. Voilà. On va, à partir de ces 4 exemples, on va essayer d'en tirer des lois génériques, on va essayer d'en tirer des bonnes pratiques. Caroline ?
Alors, à travers tous les clients avec qui on a travaillé, dans cette transition vers une économie du service et des modèles économiques récurrents, on dégage 3 grands points assez haut niveau sur les aspects importants auxquels il faut prêter attention. Le premier, c'est s'assurer que tous les métiers au sein de l'entreprise sont alignés sur le même objectif derrière un leadership fort qui donne la ligne sur la transformation vers des modèles récurrents et vers un modèle de service. Pourquoi? Parce que dans cette transformation, tous les métiers sont impactés, du marketing qui définit l'opportunité, au marketing produit qui va définir le modèle économique, au produit qui va s'assurer que les fonctionnalités peuvent être mises à disposition, les services sont définis de manière à pouvoir facturer de la bonne manière, à la finance qui va devoir anticiper les impacts sur la revenue recognition, mais aussi sur les cash flows, potentiellement sur certains marchés annoncer un creux de revenus. On l'a vu chez certains éditeurs de logiciels dans les premières années de mise à disposition de ces modèles de revenus récurrents. Pareil, toutes les opérations, on en a parlé, vont être impactées. On ne passe plus une seule commande, on en passe une tous les mois. Elle est proportionnelle à l'usage qui est fait du service dans certains cas, donc un impact fort également. L'IT, bien sûr, parce qu'ils vont devoir automatiser tous ces process et changer les outils. Donc le premier aspect, c'est vraiment l'alignement de tous les métiers dans l'exécution de cette transformation. Et sinon, on va retrouver certains des symptômes ou des indicateurs dont Vincent a parlé plus tôt, c'est-à-dire la multiplication des ressources opérationnelles, les conflits avec le client sur la réconciliation des données de facturation, enfin tous ces des conflits internes aussi qui faisaient partie des symptômes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel on doit prêter une attention toute particulière, c'est se concentrer sur le client et ce que veut le client. Alors bien sûr, c'est une règle standard dans toutes les industries, un service, un produit marche s'il répond aux attentes du client. Là, on va s'éloigner, j'allais dire, des demandes qui sont spécifiques à une industrie, mais plutôt parler des demandes génériques qu'on voit à travers tous nos clients quand cette transition vers ces nouveaux modèles s'opère. Il y a 4 points qu'on voit ressortir partout. Le premier, c'est la flexibilité des modèles économiques. Donc les clients veulent pouvoir choisir entre un modèle perpétuel en CAPEX, un modèle en récurrent, un modèle au pay-per-use et éventuellement avoir des combinatoires de tout ça. Donc ça, c'est la flexibilité, c'est le premier point. Certains clients vont demander des choses différentes également. Flexibilité qui est facile à mettre en place. Le deuxième point, c'est le sens de l'immédiateté. Dans cette transformation digitale, en tant qu'individu dans notre vie quotidienne, mais maintenant au niveau du business, dans la mise à disposition de services, le client attend que ce soit fait de manière rapide. Donc il faut que la livraison de ce service se fasse de manière rapide. Le troisième aspect, c'est le contrôle, le self-service. La possibilité pour le client d'avoir une interface où il contrôle la modification du service, le renouvellement du service, l'extension du service et où il puisse avoir effectivement le suivi de sa consommation. Et c'est ce quatrième point, le suivi de la consommation, qui est important. Parce que, à la fois pour le fournisseur du service, mais aussi pour le client veut savoir qu'est-ce qu'il consomme, comment, quand, et pouvoir ajuster sa consommation en fonction. Voilà. Donc ça, ce sont les quatre critères importants et qu'on retrouve un peu à travers toutes les industries à haut niveau avec lesquelles on travaille. Voilà. Un troisième point, mais ça, je vais laisser Vincent le présenter. OK, oui. Alors, Proven Technology, on va voir trois aspects. Le premier aspect est qu'il
évidemment, pour pouvoir passer d'une économie produit à une économie revenu récurrent, je vais devoir mettre en place ces outils. Ces outils, soit je les achète, soit je les développe. Mais est-ce que je veux mettre mes spécialistes du monde médical, de la construction, des satellites, de l'armement, est-ce que je veux mettre ces spécialistes-là à développer des outils de billing, des outils de protection, des connecteurs entre les différents systèmes pour la collection de données? Non, je veux que mes ingénieurs continuent à travailler sur les sujets où ils sont bons. Un deuxième aspect, on en parlait tout à l'heure, le mushrooming. Il y a de nouvelles tâches à effectuer, en effet, dans ce monde de services. Est-ce que, si je ne me prépare pas, si je n'ai pas les bons outils, je vais devoir mettre une équipe qui est capable de faire ces actions? Donc, une augmentation des coûts d'opération. Donc, il est très important que tout ce qui est lié à l'automatisation des process du monde de service soit en place au moment où je lance mes services. Un dernier aspect qui semble trivial, c'est tout ce qui est lié au billing, au revenu leakage. Est-ce que j'ai les bons outils pour m'assurer que ce qui doit m'être payé va être payé, pour s'assurer que ce qui est collecté sur le terrain est juste? Est-ce qu'il est normal que ce soit mon équipe SaaS R&D qui collecte les données et qui les passe à la finance? Non, ça doit être des outils automatisés qui sont justes et qui permettent d'autoriser, qui sont non discutables par le client, c'est clair, c'est un point de vue commun avec le client, qui permettent de faire un billing qui est juste. Donc dans ce cas-là, on évite tout revenu leakage. Bon, qui fournit ces outils sur le terrain? Karine? Ok. Il est clair que sur le terrain, dans le monde de l'abonnement, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur différents aspects, donc le contract management, les quotes, tout ce qui est ERP et CRM, tout ce qui est lié au billing. Il y a des grands noms qui permettent de faire ça. Je me permets de marquer où Gemalto se positionne sur ce marché-là. Ben, nous, on est évidemment sur le marché de la licence et de la protection logicielle. Ça, c'est évidemment un point. Mais on est également sur la livraison de logiciels de droit de licence. Et on est sur le domaine de la collection de données et de l'analyse de données qui permettent de faire différentes choses, tout ce qu'on a cité précédemment lié au Business Insights. Je vais passer la main à Caroline qui va nous expliquer comment Gemalto peut vous aider à mettre cette transformation digitale en place. Donc, en fait, ce qu'on observe chez le client, c'est il y a deux aspects quand on travaille avec nos clients. Il y a les aspects techniques qu'on va adresser à travers une ligne de travail qu'on appelle Solution Track, et des aspects économiques et d'organisation d'équipes qui sont gérés à travers le Business Track. Ça revient à la côte de Adobe. C'est pas un shift technique, c'est une transformation au niveau de la philosophie de l'entreprise. Et c'est ce qu'on essaie d'adresser dans la Business Track, c'est-à-dire de s'assurer que tous les bons intervenants sont autour de la table, de s'assurer que tout le monde soit aligné sur les impacts business et le retour sur investissement, et que ce retour d'investissement soit suffisant pour justifier une implémentation technique complexe sur lequel on va accompagner en parallèle en définissant quelle serait la meilleure implémentation technique et ensuite en passant le relais soit aux équipes du client, soit à nos équipes de service pour réaliser cette implémentation. Mais effectivement, quelque chose qu'on a vu au travers de toutes nos missions et de tous nos accompagnements de nos clients, c'est que les deux doivent travailler en parallèle, à la fois l'aspect business avec tous les intervenants et les aspects techniques d'implémentation. Voilà, donc je pense qu'on a essayé de couvrir aujourd'hui à la fois quelques exemples le contexte marché, quelles étaient les bonnes pratiques et les symptômes auxquels il fallait prêter attention. On a essayé de couvrir aussi de partager quelques cas d'usage concrets. Donc j'espère que ça a amené un éclairage un peu nouveau basé sur notre expérience sur le terrain. Bien sûr, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été partagées pendant la session et on a un peu de temps pour répondre à toutes ces questions. Donc, on va voir si on nous transmet les questions. On va nous donner quelques secondes. J'ai une première question. Oui. Quelle est la durée moyenne pour migrer vers un business model à revenu récurrent
pour une entreprise de taille intermédiaire? Alors, je vais essayer de répondre à celle-là. Quelle est la durée moyenne? Il y a deux parties en fait. Il y a la prise de décision, et entre le premier contact et la prise de décision d'implémenter la solution, pour une entreprise de taille moyenne, on va en moyenne être autour de 6 mois, et ça peut aller plus vite ou prendre plus de temps. Ça dépendra beaucoup de la maturité et en fait des équipes qui sont déjà impliquées dans cette réflexion. Si le point vient juste d'un département technique ou d'un département marketing, il va falloir le temps de mettre tout le monde, de rallier tout le monde au projet. Ça prend plus de temps. Mais je dirais à peu près 6 mois. Et après, en implémentation, alors ça dépendra de la complexité de l'implémentation, mais je pense qu'effectivement, ça sera environ 6 mois également. Voilà, j'espère que ça répond à peu près à la question. Alors, entre-temps, on a eu une autre question. On a une autre question. Nous souhaiterions vendre les mêmes offres à l'abonnement pour nos solutions SaaS et nos applicatifs déployés chez nos clients. Quelle approche proposeriez-vous? Ok. Ok. Je peux répondre à ça. Alors, dans ce cas-là, on parle de déploiement hybride. Il y a certaines industries qui ont évidemment commencé qui sont parties du on-premises, puis qui ont virtualisé, qui sont passées sous Docker. Et puis, il y a d'autres industries comme le monde de l'IoT ou du machine-to-machine, eux qui sont partis directement dans le SaaS et qui maintenant se retrouvent dans l'obligation, à cause de certaines régulations, d'installer dans certains pays des solutions dans des clouds privés ou on-premises. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, il y a plusieurs choix. Hein. On peut brancher, c'est-à-dire qu'on peut faire une version en mode SaaS ou on peut faire une version pour tout ce qui est installation hors de mon espace SaaS, ou on peut faire, et c'est ce qu'on voit très souvent sur le terrain, des solutions hybrides. Donc, une solution hybride, c'est une solution qui est capable de mettre donc, une seule version de produit, une seule version de software, mais on est capable de gérer les deux environnements. Et quand je fais une modification, je n'ai pas besoin de faire deux modifications dans chaque software, j'en fais une seule dans mon software. Et puis après, ce qui se passe, c'est que soit mes accès, soit mes licences, je vais les gérer dans le même système central. C'est-à-dire que mon système qui gère mes droits, qui gère mes licences ou qui gère mon mode service, c'est-à-dire que ma date de fin, mon renouvellement, ma consommation, ben, ça peut être le même back-end qui gère mes deux types de droits, mes accès ou mes licences. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comment se passe cette transition quand on distribue ses services et logiciels à travers un canal de vente indirect, OEM, distributeur? Oui, donc ça, c'est effectivement un aspect qu'on voit chez beaucoup de nos clients. Oui. Alors, en effet, je vends une solution à mes clients en direct, mais j'utilise aussi pour certains pays, certains contextes, un revendeur, un distributeur et un revendeur. Donc je peux avoir un revendeur direct ou un distributeur qui a lui-même ses revendeurs. On a vu il y a peu de temps, dans le cas de la sécurité de tout ce qui est vidéo, le passage par plusieurs intégrateurs ou partenaires qui intègrent la solution à la mienne. Donc ça, c'est le monde de l'OEM. Donc là, la nécessité, c'est que je puisse suivre ce qui se passe à travers mes canaux de vente. Alors comment je fais pour le savoir? C'est une délégation de droits. J'ai un client, j'ai un partenaire, je lui ai donné la possibilité de faire 10 pilotes et il m'a acheté en avant-vente, il m'a acheté en prépayé 5 licences commerciales ou une quantité de services. Il m'a acheté par exemple 10 années de services sur mon software. Bon, il faut que je puisse avoir les outils qui me permettent de faire cette délégation de droits. Et il faut que les gens qui travaillent, sans les bypasser, hein, c'est quelque chose qui peut se faire parfaitement à travers un channel, il faut que mon distributeur ait la possibilité de récupérer mes droits qui sont liés à la vente de mon service sur son portail à lui,
et de pouvoir les transférer. Donc ça ne pose absolument pas un problème de travailler en mode service avec un distributeur. Il faut juste avoir les outils qui permettent de gérer mes périodes d'abonnement ou mes droits. Voilà. Alors, un autre aspect sur ce point-là, qui n'est pas forcément lié aux outils, mais qui est plutôt lié à comment motiver les équipes de vente et les distributeurs. Et souvent, ça passe par un changement et une modification du plan de commissionnement. Mais je dirais, ça, c'est vrai pour les ventes directes comme c'est vrai pour les ventes indirectes, puisque le plan de commissionnement initial est basé sur, initialement sur le CAPEX, donc une valeur plus forte. Là, il faut éventuellement envisager un facteur multiplicatif sur les revenus récurrents pour s'assurer que à la fois les forces directes, mais aussi les canaux indirects, aient la bonne motivation pour pousser ces nouveaux services sur le terrain. Alors, on a une autre question. Quel est l'effet moyen terme sur le revenu applicatif du passage en mode revenu récurrent? Alors là, on va. Je pense, je vais voir. Enfin, il y a deux aspects. Je peux lire la question de deux manières. Le premier point, c'est qu'effectivement, quand on passe d'une manière assez drastique, ou quand on engage une partie de ses effectifs pour passer d'un mode CAPEX à un mode récurrent, il y a un effet de creux. Au lieu d'avoir 10 clients qui achètent 1 million, comme l'an dernier, là, on va avoir peut-être 5 clients qui achètent 1 million et 5 clients qui achètent un service qui vaut 300 000 par an. Donc, il y a un delta. La problématique au niveau, et là, je dirais, c'est plus au niveau des équipes financières, c'est d'anticiper ça au niveau du marché et au niveau du cash flow, en fonction de la taille de la compagnie dont on parle, de l'annoncer au marché ou de gérer les impacts sur le cash flow. Donc ça, c'est une étape. Effectivement, à long terme, ce qu'on voit, enfin à moyen ou long terme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retour positif et c'est définitivement une opportunité d'augmentation de revenus. On l'a vu en tout cas à travers les statistiques et les retours des analystes sur le marché. Ok, alors je vois une question. Comment gérer certains clients qui sont réticents à la solution cloud et SaaS à cause de la sécurité des données? Je peux répondre à ça. On va différencier la façon de déployer. Donc je déploie on-premises, dans un cloud privé, dans un cloud public. On va le différencier du business model. On parlait de licensing tout à l'heure, le licensing, ça sert à ça. Je peux très bien déployer, alors il y a certains pays par exemple, je ne peux pas vendre un service dans certains pays d'Afrique en mode SaaS, avec un SaaS hosté en France ou en Europe, parce qu'il y a l'obligation légale d'hoster le service dans le pays. Comment je fais pour faire ça? C'est du licensing, c'est-à-dire que je vais appliquer un business model qui sera un business model service, abonnement ou à l'usage, mais avec des protections dans mon code. C'est-à-dire que je vais protéger mon logiciel dans son ensemble pour que mon contrat service soit applicable. Si le client arrête de payer, le software s'arrête de payer. Le client a toutes les données chez lui, il gère tout, sauf qu'il faut qu'il me demande régulièrement les droits pour utiliser son software. Tant qu'il l'a pas, il faut qu'il le paye. S'il ne le paye pas, le service s'arrête par lui-même. Donc, on différencie bien la façon de déployer et le business model. On peut très bien appliquer un business model service en déployant un logiciel dans un cloud privé ou on-premises. Une question. Ah, j'en ai manqué une. Okay. Est-ce que le modèle de paiement récurrent n'est pas un moyen aussi de réduire le piratage? Alors, est-ce que le modèle de paiement récurrent n'est pas un moyen aussi de réduire le piratage? Je dirais le contrôle du piratage peut s'appliquer dans les deux modèles. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs manières de contrôler le piratage. Il y a s'assurer que... soit protéger la propriété intellectuelle de son code. Donc, on
on encrypte son code de manière à ce que le reverse engineering soit compliqué. Ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, le modèle de paiement récurrent contre le piratage, le mécanisme du licensing, ça permet effectivement de s'assurer que le logiciel va être utilisé en accord avec le contrat. Donc, il ne va pas être surutilisé par rapport au contrat. Typiquement, imaginons de manière un peu simpliste que quelqu'un a un contrat sur un logiciel pour 1 an sur une machine. On veut absolument s'assurer que le logiciel ne soit pas utilisé au-delà de 1 an sur 10 machines par 10 employés différents. Et ça, c'est ce que fait le licensing. On va loquer, on va contraindre le logiciel à une durée donnée, à un temps donné. Donc, le fait que ce soit en mode récurrent, effectivement, on vérifie ces paramètres de manière fréquente et on doit renouveler effectivement ces droits de manière fréquente sur la machine pour ce client. Ceci étant dit, ça peut marcher en mode perpétuel également. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir tracer et suivre grâce au licensing quels sont les clients qui sont en support et maintenance, quels sont les clients qui sont en subscription et quels sont les clients qui ont droit aux updates, aux upgrades, etc. Donc, j'allais dire, dans les 2 cas, c'est possible. Et effectivement, le mode de paiement récurrent permet de vérifier ces droits de manière plus fréquente. Voilà. Alors, je crois qu'on est au bout des 45 minutes. Encore merci pour votre attention, merci pour vos questions. Et n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, plus de questions. On pourra suivre vos questions ensuite par email et répondre aux points qu'on n'aurait pas abordés aujourd'hui. Voilà, encore merci beaucoup. Merci à vous.